Bienvenue sur leur FM 100.9, c'est Rendez-vous avec, comme chaque semaine, avec Gilles Charles, le Stéphano à la casquette, avec pour parler bien d'agriculture, de bonne bouffe cette semaine, Gilles. Je ne sais pas si on va parler de bouffe, mais on va parler du monde paysan. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Laurent Pinatel, bonjour et bonsoir, puisque désormais, cette émission, c'est le jeudi à 18h et puis c'est rediffusé également le vendredi matin à 11h. Merci Philippe. Donc je disais, Laurent Pinatel, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux que vous ayez accepté mon invitation pour ce rendez-vous avec le Stéphano à la casquette. J'ai l'habitude de vous voir dans les grands médias nationaux et je suis donc très fier de vous avoir à notre micro. Nous avons une grosse demi-heure pour vous connaître. Alors, comment dois-je vous nommer ? Paysan, agriculteur, éleveur ou encore militant syndical ? Alors, moi, j'aime bien dire que je suis paysan. Alors, pourquoi paysan ? Parce qu'il y a un vrai sens. Au-delà de... Je suis aussi porte-parole de la Confédération paysanne, donc ça pourrait être paysan parce que porte-parole de la Confédération paysanne. Mais moi, j'aime bien me qualifier de paysan parce qu'il y a le mot de pays dans le mot paysan. Et le mot pays au sens original du terme, hein, pas le mot pays là où on met des frontières et des barrières. Le mot pays, moi je suis d'un pays. Hein. C'est un petit village qui s'appelle Landuzière, à Saint-Genélaire. C'est dans ce pays-là que j'ai grandi. C'est dans ce pays-là que quelque part j'ai été façonné, que j'ai rencontré des gens, que j'ai découvert mon métier, puisque c'est le métier de mes parents. C'est dans ce pays-là que j'habite. Donc le paysan au sens de quelqu'un qui habite un pays et qui fait vivre un pays, et j'estime qu'avec mon activité de paysan, je fais vivre ce petit bout de terre quelque part à côté de Saint-Étienne. Alors donc on vient de découvrir que vous êtes de Saint-Genélaire, c'est quoi un peu votre parcours ? Alors mon parcours, donc moi j'ai toujours habité grosso modo dans le coin, j'ai fait des études agricoles. Des études agricoles au lycée agricole de Montbrison-Précieux. Et votre famille était déjà dans le monde agricole ou c'est donc c'est une suite alors ? Voilà, c'est une suite. Mes parents étaient déjà paysans sur cette ferme où on est aujourd'hui avec ma sœur à Landuzière. Ma mère était une fille de paysan de Roche-la-Molière. Donc voilà, une famille classique du coin avec... j'ai des grands-parents qui étaient paysans et mineurs, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Hein. Et donc du très classique. Et j'ai eu envie, moi aussi, d'être paysan à mon tour. Donc j'ai fait des études au lycée agricole de Montbrison-Précieux, que j'ai poursuivi par un BTS commercial que j'ai fait à Clermont-Ferrand. Et puis après, à l'époque, il y avait encore l'armée, donc j'ai fait mon armée, j'étais barman pour la petite histoire à Lyon. Et puis après, je suis devenu commercial en aliments du bétail, je vendais de l'aliment du bétail. J'étais dans le Puy-de-Dôme, sur une petite commune qui s'appelle Arlan, entre La Chaise-Dieu et Ambert. Et c'est là que j'ai rencontré beaucoup de paysans, et puis j'ai eu l'opportunité en 95 de reprendre la ferme de mes grands-parents du côté de ma mère, la ferme d'un de mes oncles, donc à Roche-la-Molière. Et on a fait une structure associative, on s'est mis en GAEC, un groupement agricole d'exploitation en commun, avec ma maman, puisque mon père était à 1 an de la retraite, ça valait pas le coup de monter une société pour 1 an. Donc on est resté comme ça avec ma mère pendant 13 ans. Et à l'issue de ces 13 ans, c'est ma sœur, Catherine, qui a remplacé ma mère dans le GAEC. Donc aujourd'hui, on est sur cette ferme-là. Ça, c'est mon parcours paysan, j'allais dire. Et puis, j'ai un parcours aussi un peu militant. J'ai milité dans tout un tas d'assauts, notamment au départ, la foire agricole de Roche-la-Molière. Et puis, j'ai été élu sur la liste de Christian Julien, conseiller municipal de Saint-Genélaire en 2001. Et donc, j'ai été conseiller municipal délégué en charge de l'eau et de l'assainissement de 2001 à 2008. Et après, j'ai été réélu conseiller municipal jusqu'en 2010. Et puis, dans le même temps, j'ai eu aussi un parcours syndical, puisque je suis rentré dès mon installation en 1995 au conseil d'administration de la Confédération paysanne de la Loire. Donc, j'ai intégré en 1996 et j'en fais toujours partie. J'ai été successivement membre du bureau départemental de nombreuses années. J'ai été porte-parole de la Confédération paysanne de la Loire de 1999 à 2001, la date où j'ai été élu. On va y revenir par la suite. Voilà. Donc voilà mon parcours en gros, et de paysan et de militant. Une toute petite question bête, j'aime bien les questions bêtes. Quand on est paysan, c'est parce qu'on aime les animaux ou parce qu'on aime cultiver la terre ? Alors ça, c'est une bonne question parce que, en fait, oui, il y a des paysans qui aiment beaucoup les animaux, des paysans qui aiment beaucoup cultiver la terre. Et moi, je me suis installé parce que j'aimais vraiment les animaux. J'aimais vraiment les vaches laitières, travailler avec les vaches. Et puis peu à peu, en fait, mon parcours de paysan fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus attiré par les travaux du sol et je suis beaucoup plus attiré par travailler la terre que m'occuper des animaux. Alors ça tombe bien parce que ma sœur, c'est exactement le contraire. Et comme on est deux, on se partage les tâches. Donc vous faites une bonne équipe. Alors dans quelques semaines, on a les élections régionales qui pointent leur nez.
Vous, à votre position de Confédération paysanne, qu'est-ce que vous en attendez, surtout dans cette nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes? Alors sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur les élections régionales, donc déjà la première chose c'est que la Confédération paysanne ne prend pas position pour les élections régionales, donc voilà, ça c'est dit. La seconde chose c'est que nous on estime que l'échelon régional c'est un échelon intéressant pour faire des politiques au plus près des citoyens. Nous on était contre la fusion des régions, on trouvait que Rhône-Alpes c'était déjà pas mal. Voilà, il y a fusion Auvergne-Rhône-Alpes. Nous on attend que les gens qui s'apprêtent à gérer la future grande région, ils aient le souci des gens qui habitent dans cette région. Et les gens qui habitent dans cette région, ils sont pas tous égaux. Hein. Quand on part de la région autour d'Annecy, qui est quand même une région où il y a peu de chômage et où il y a des gens qui sont plutôt sur des hauts revenus, et quand on va au fin fond du Cantal, où il y a peu d'habitants et où il y a des gens quand même qui sont un peu en difficulté, ou même la région stéphanoise, hein, où l'emploi il est quand même... On a un peu l'impression que c'est deux mondes différents. C'est des mondes différents. L'Auvergne et le Rhône-Alpes, on a l'impression que le côté Auvergne, c'est quelque chose d'assez rural. J'allais presque dire paysan. Et de l'autre côté, on a un peu l'impression des grandes villes, Grenoble, Saint-Étienne, Clermont, qui est encore dans l'Auvergne. Et voilà, je cherchais ces Lyon. Des grandes villes qui sont plus sur le côté secrétariat, moderne. On a l'impression que c'est deux mondes différents. Ouais, ça va être un mariage quand même assez compliqué avec des gens qui sont quand même dans des régions où il y a de moins en moins d'habitants et où le monde rural est très présent, et des espèces de grandes métropoles comme Lyon qui sont en train de tout avaler au niveau économique. Et en fait, c'est des régions qui marchent bien au niveau économique, mais en fait, c'est des régions qui marchent mal au niveau social, puisqu'il y a de plus en plus de chômeurs, il y a des gens qui n'arrivent pas à se loger, il y a des gens qui... Donc il faudrait quand même que les futurs élus, ils aient ce souci-là de dire qu'est-ce qu'on veut à l'échelle de notre région pour les gens qui habitent notre région. Pas pour eux en tant qu'élus, mais pour ceux qui habitent la région en termes d'emploi, en termes d'emploi épanouissant, parce qu'on peut aussi travailler dans des emplois qui ne sont pas super marrants, et en termes d'alimentation. Et ça, c'est quelque chose qui rentre plus dans mes domaines, on va dire, d'activité, puisqu'on est producteur d'alimentation en étant paysan, et puis aussi tout cet aspect... nous, sur la ferme, on est en agriculture biologique, par exemple. On voit bien que les gens qui nous achètent nos produits, c'est plutôt des gens qui ont des revenus un peu plus élevés. Et moi, je trouve pas ça normal, quoi. J'estime que chacun devrait pouvoir se payer une alimentation de qualité. Et j'attends de la future région et de ses futurs élus qui donnent les moyens aux gens de produire en bio, par exemple, pas très cher, et aux gens qui n'ont pas les moyens, de pouvoir accéder à des produits de qualité. Justement, j'ai une question. Vous parlez de bio. Moi, j'ai travaillé dans le textile et j'ai vu des choses aussi. Le bio, est-ce que c'est pas un leurre aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un vrai bio cultivé, je sais pas, chez vous, de façon assez rurale, et puis un faux bio qui est destiné à mettre une étiquette et à vendre? Moi, je pense qu'on peut faire du bio de façon industrielle. Par exemple, on a découvert que dans les Landes, il y avait un gars qui faisait 300 hectares de carottes bio. Est-ce que 300 hectares à l'échelle d'un seul bonhomme, c'est quelque chose de biologique? Donc il emploie des salariés sous-payés. Il n'y a pas d'éthique sociale dans le bio, en fait. Moi, j'ai vu un reportage un jour sur quelqu'un qui produisait des pommes de terre en Égypte, bio, qui cachait un peu les produits chimiques avant l'inspection, qui arrosait ses pommes de terre avec l'eau du Nil, qui n'est pas tellement bio à mon avis. Et après, on envoie ces pommes de terre en France par avion. Donc je me dis, le bio, il est où dans tout ça? Mais donc c'est pour ça que je me dis, il y a deux mondes de bio, c'est pareil. Moi, je pense que nous, à la Confédération paysanne, notre projet, c'est vraiment l'agriculture qu'on appelle l'agriculture paysanne. L'agriculture paysanne, elle prend en compte la dimension de l'emploi, du nombre de personnes qui travaillent sur la ferme, de la répartition, C'est le bio qui se révolte. C'est le bio qui se révolte. De la répartition entre les paysans des moyens de production, de tout un tas de choses qui sont quand même assez importantes à mettre en avant. Après, le bio, il est certifié. Nous, par exemple, sur la ferme, c'est EcoCert qui certifie 2 contrôles par an. Un contrôle où il vient, il épluche toute la comptabilité pour vraiment tout voir. Et un contrôle inopiné, il appelle, dans un quart d'heure, je suis là. Donc, effectivement, le bio, il est quand même contrôlé, mais c'est pas quelque chose de suffisant. Alors, vous m'avez dit, vous êtes producteur de lait. La question est, comment expliquez-vous que les paysans ne peuvent plus vivre de leur production, de leur travail, notamment les producteurs de lait aujourd'hui? Alors, quand on voit combien un consommateur devrait payer le lait aujourd'hui, le vrai prix? Par exemple, le consommateur, il paye le lait autour de... 1 euro à peu près. 1 euro à peu près, voilà, sur des premiers prix qui peuvent descendre jusqu'à 70 centimes. Mais bon, grosso modo, c'est 1 euro. Aujourd'hui, le lait, il part de chez les producteurs à moins de 30 centimes. Et pourquoi? Alors, pourquoi? Parce qu'on est sur un marché qu'on appelle un marché d'équilibre. C'est-à-dire que si les gens boivent 100 litres de lait, dès qu'on en produit 110 litres, plus personne ne veut l'acheter, quoi. Et qui c'est qui le vend, le lait? C'est essentiellement les grandes surfaces. Donc quand les coopératives laitières ou les industriels laitiers qui récupèrent le lait chez les paysans, ils arrivent devant les grandes surfaces en disant moi j'ai du lait, et que le père Leclerc il dit ah non mais moi du lait j'en ai assez, forcément les prix baissent.
et sur qui on répercute la baisse? Sur le paysan. Donc nous, ce qu'on demande à la Confédération paysanne, c'est simplement d'organiser la production. S'il y a besoin de 100 litres de lait, eh ben, on paye les paysans pour produire 100 litres et pas 110 ou 120, quoi. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et c'est ce qu'on appelait les quotas laitiers, en fait. Et que les gouvernements libéraux successifs au niveau européen ou au niveau français ont démoli. Donc, il nous semble important de remettre de la régulation, de l'organisation, que l'État organise à nouveau les marchés laitiers pour que ce ne soit pas la guerre des prix entre la grande distribution et que les paysans ils aient des revenus toujours plus bas et que le consommateur, au final, il paye toujours le même prix, quoi. Mais tous ces acheteurs, ils se posent pas la question de se dire que si à force de presser sur le citron, là c'est du lait, mais je dis sur le citron, il n'y a plus de producteurs en France et puis après on va faire venir le lait doux du Pérou, du lait bio de l'autre bout du monde? Alors, on a rencontré la Confédération paysanne récemment, quelqu'un qui s'appelle Jean Moreau, qui est le directeur des industries laitières. Et on lui disait, ouais, mais vous vous rendez bien compte que si ça continue, il y aura de moins en moins de producteurs. Et lui, il nous a répondu, très calme, il a dit, mais moi, je m'en fous qu'il n'y ait plus de producteurs. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait du lait. Donc, en gros, ils sont conscients, les industriels laitiers, qu'il y a des producteurs de lait. Le quota moyen, la production moyenne par ferme en France, c'est à peu près 140 000 litres de lait par ferme. Et ils sont conscients qu'il y a des gens qui sont capables de faire plusieurs millions de litres de lait. On parlera plus tard de la ferme des 1000 vaches qui a occupé l'actualité j'ai une question de la Confédération paysanne. La ferme des 1000 vaches, c'est 10 millions de litres de lait, quoi, dans la même ferme. Et vous, c'est quoi? On compte en jours, on compte en semaines, on compte en mois, le litrage? Le litrage, c'est par an. Vous faites combien? Nous, sur notre ferme, on fait 170 000 litres de lait par an. Et votre lait à vous, il part où? Donc notre lait, sur ces 170 000 litres, partent chez Sodial. Sodial, c'est les marques Candia et Yoplait, donc en bio. Et on a à peu près 50 000 litres qui sont transformés à la ferme en yaourt et qui partent sur un marché local. Donc nous, sur la ferme, il y a ma sœur, Catherine. On a aussi 2 salariés à temps plein et un salarié à mi-temps. En fait, on est 4,5 sur la ferme. Et si des gens qui écoutent leur FM, ils ont envie de goûter le lait de Laurent Pinatel, ils peuvent le trouver quelque part? Alors, tous les produits laitiers de la ferme des Collines du Midi, puisque c'est notre ferme, on peut les trouver sur les AMAP stéphanoises, Beaubrun, le Remue-Ménage, mais aussi Firmini et l'AMAP de Roche-la-Molière. Et puis après, on peut les retrouver à la ferme au quartier, on peut retrouver dans des petites surfaces style Intermarché à Roche-la-Molière. Enfin voilà, je ne vais pas faire plus de pub, mais on a des petits revendeurs et puis on a beaucoup les AMAP. Et puis après, en fait, l'essentiel de notre production de yaourt, il part sur les collectivités, la mairie du Nieu, la mairie du Chambon, la mairie de la Ricamarie, le collège du Puy-de-la-Loire, le collège de Montravel. Voilà. Et ça, c'est une bonne chose. Et c'est des politiques régionales qui ont mis ça en place. Alors pour moi, Stéphanois lambda, quelle est la différence entre la Confédération paysanne et la FNSEA? Alors, bonne question. La Confédération paysanne et la FNSEA. Alors, il faut savoir, sans faire trop d'histoire, que en 1945, Pétain, il avait mis dans les années 40 le syndicat unique, la corporation paysanne. Et derrière, en 1945, à la Libération, il y a eu un grand mouvement où tout le monde a dit il faut un seul syndicat, on sera tous unis, on va tous défendre les paysans. Donc, il y avait le syndicat unique qui était la FNSEA. Et puis au sein de la FNSEA, rapidement, avec la modernisation de l'agriculture dans les années 60, on s'est aperçu qu'il y avait des gros paysans et des petits paysans, quoi. Et que les gros, ils défendaient surtout leur intérêt à eux et que les petits paysans, personne ne les défendait. Comme toujours. Donc il y a eu au sein de la FNSEA des gens qui ont voulu défendre une autre agriculture. Mais ce n'était pas possible puisqu'il n'y avait pas l'autorisation d'avoir 2 syndicats. Donc c'est Mitterrand en 81 qui a remis le pluralisme syndical et la Confédération paysanne est née de la fusion de 2 syndicats minoritaires qui étaient la FNSP et le CNSTP. Donc en 1987, la Confédération paysanne va bientôt avoir 30 ans, en 1987, la Confédération paysanne a été créée. Donc ce qui nous différencie de la FNSEA, nous on revendique avant tout une agriculture avec des paysans nombreux, et répartir les productions entre les paysans. Et la FNSEA, on voit bien qu'elle revendique une agriculture de production de masse, produire beaucoup de lait, beaucoup de viande, beaucoup de céréales. De profit donc. De profit, complètement, pour aller exporter du lait en Chine, des céréales à l'autre bout de la planète. D'ailleurs, à la tête de la FNSEA, il y a un type qui s'appelle Xavier Belin, qui est président d'un grand groupe, d'une grande multinationale qui s'appelle Sophie Protéol Avril. C'est les îles Le Sieur, c'est les huiles Puget, c'est les œufs Matine. Ce type-là, qui est le président d'une grande multinationale, est aussi président du premier syndicat agricole français. C'est comme si on demandait au PDG de la SNCF d'être aussi le président de Sudrail, quoi. Je suis pas sûr que ça marcherait bien. Alors j'allais vous dire, je vais caricaturer, mais finalement pas trop. Est-ce qu'on peut dire que la Confédération paysanne est à gauche et la FNSEA à droite?
Alors, dans les faits, on peut s'apercevoir qu'effectivement, à l'issue de leur carrière syndicale, les dirigeants de la FNSEA partent plutôt sur des listes de droite et les gens de la Confédération paysanne plutôt sur des listes de gauche. Donc, ça, on peut le dire. Mais je dirais surtout que la FNSEA, c'est le syndicat qui défend les gros exploitants et que la Confédération paysanne, c'est le syndicat des petits et moyens paysans. C'est surtout ça la différence. Très bien, alors on va faire notre première pause. Je vois que le lait est prêt, on va pouvoir aller boire un verre de l'air. Pendant ce temps, vous avez choisi Noir Désir et nous écoutons Gagnant, Perdant. Tous ces beaux jeux inventés pour passer devant les premiers, pour que chacun soit écrasé s'il refuse encore de plier les dégâts, les excès. Ils vont vous les faire payer, les cendres qui resteront, c'est pas eux qui les ramasseront, mais les esclaves et les cons qui n'auront pas su dire non. Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants. Pimprenel et Nicolas, vous nous endormez comme ça. Le marchand de sable est passé, nous on garde un œil éveillé. Oh la peur, oh le vide, oh la victoire des avides. Faut pas bouger une oreille, toutes sortes de chiens nous surveillent. Pas un geste, une esquisse, sinon on tourne la vis. Nous on n'a rien à gagner, mais on ne peut plus perdre puisque c'est déjà fait. Toi qui viens de loin d'ici avec ta peau et tes os, on t'a parlé de paradis, on t'a menti. Tout est faux, oh mon ami, oh mon frère, tout ce n'est perdu pour la guerre. Tu vas voir tout l'amour qui traîne au fond des discours. Dis t'en veux des papiers, dis tu l'as vu mon palais, où t'auras rien. C'est ainsi, c'est pas fait pour les perdants, le paradis. Il y a la chair à canon, il y a la chair à spéculation, il y a la chair à publicité. Enfin, il y a tout ce que vous aimez, vous et moi, on le sait. Le spectacle est terminé, pourtant c'était presque idéal. C'était loin du féodal. Oh, maintenant, c'est foutu. Ça fait joli dans ton fort intérieur. C'est gênant de rejoindre comme ça la cohorte des perdants. Faut pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action. Et pour nos âmes, c'est égal, Dieu n'est pas dans la bataille. Oh messieurs les décideurs, de toutes parts, de tous côtés, sachez que profond dans nos cœurs, on n'arrête pas le progrès. Sous les risques, sous la peau, sous les ongles et dans les taux, on pourra toujours refuser de devenir les premiers ou les derniers. Pas de leader triomphant, on sera jamais des gagnants ni des perdants. Noir Désir sur Loire FM. Rendez-vous avec la suite avec Gilles Charles, le Stéphano à la casquette, qui a pour invité cette semaine Laurent Pinatel de la Confédération paysanne. Voilà, on vient de voir le verre de lait de la ferme de Laurent Pinatel.
On vient d'écouter Gagnant-Perdant de Noir Désir. Alors, vous avez donc choisi cette chanson. Pensez-vous que la chanson française influence encore la pensée? Et vous, quels sont vos goûts musicaux? Alors moi je crois beaucoup à la force de la culture sur l'imaginaire collectif. Je m'explique. Moi je pense qu'il y a effectivement beaucoup de gens, la lecture influence les gens, le théâtre influence les gens. Mais on s'aperçoit aussi que c'est quelque part des loisirs qui sont réservés, enfin notamment le théâtre, à des gens de plus en plus restreints. La lecture c'est pas forcément simple. Une espèce d'élite, tout à fait. Et par contre, la musique, voilà, on écoute de la musique en écoutant la radio, on peut écouter de la musique en faisant plein de choses chez soi. Donc je pense qu'effectivement, il y a certains types de musique, et la chanson française notamment, peut influencer, faire évoluer, faire prendre conscience les gens. Alors moi, après mes goûts musicaux, je sais pas, j'ai pas forcément une formation littéraire, mais j'ai des goûts musicaux très littéraires. Moi, j'aime beaucoup les chansons à texte un peu fort. J'écoute passionnément Alain Leprest, qui est un chanteur-poète qui est décédé il y a quelques années. J'écoute plutôt ce type de chansons-là, ou des chansons un peu plus révolutionnaires, j'allais dire, style Francesca Solville, ou alors effectivement Noir Désir, Bernard Lavilliers. J'aimais beaucoup Bachung, j'aime toujours beaucoup Bachung, mais voilà, c'est plutôt cette catégorie-là de chansons que j'écoute. Ouais. Alors, on revient au monde agricole. La ferme des 1000 vaches, c'est quoi pour le grand public et quel est le danger? Alors, la ferme des 1000 vaches, en 2 mots, c'est un entrepreneur du bâtiment travaux publics, 360e fortune de France. Donc, il n'y a rien à voir avec le monde agricole. Qui n'a rien à voir avec le monde agricole. Michel Ramery, qui se dit, après tout, j'ai fait du pognon avec le bâtiment travaux publics, j'ai fait du pognon avec l'environnement, je vais faire du pognon avec l'agriculture. Donc, je vais faire une grosse ferme. Il ne va plus y avoir de quota laitier, on va pouvoir faire le lait qu'on veut. Je vais faire une grosse ferme. Et puis, comme j'ai du fric, je vais pouvoir acheter tout le terrain que je veux. Et je vais toucher un maximum d'aides européennes, puisque les aides européennes sont à l'hectare. Et je vais faire une ferme où il y aura 1000 vaches. Pouf, c'est un chiffre rond, plus grosse ferme française. Comme les vaches, en ruminant, elles émettent du méthane. Il y a ce qu'on appelle des unités de méthanisation pour récupérer le méthane pour faire du gaz. Comme le gaz qui est brûlé fait de l'électricité, que l'électricité est plutôt bien rémunérée quand on fait du méthane, le mec il s'est dit jackpot, je vais faire en fait surtout de l'électricité, parce que ça va me rapporter. Pour me faire de l'électricité, il me faut du méthane. Pour me faire du méthane, il me faut des vaches, il me faut aussi du lisier, il me faut du fumier. Pour faire du fumier, il me faut surtout des vaches. Bon, je vais mettre 1000 vaches dans une étable, dans une stabulation. Et je vais faire mon gaz. Après, il se trouve que les vaches, elles font aussi du lait. Donc, on est vraiment dans un monde de dingue. Hein. On est dans un monde de dingue où le mec, il a quand même réussi l'exploit de faire en sorte que le lait devienne un sous-produit de la merde. C'est horrible à dire comme ça, mais je trouve pas d'autres mots. Donc, ce type-là, il a acheté tous les terrains possibles et imaginables. Et il a fait son bâtiment. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. C'est une usine, quoi. C'est une usine de 2 hectares où il y a 1000 vaches, pour le moment 880. Et son lait, il le vend ou il le donne aux pauvres? Alors son lait, il le vend. Il le vend, même si c'est du lait en plus, il le vend et il dit même, moi je peux le vendre 25 centimes. Comme en fait... Donc en plus, il vous casse les prix. Il casse les prix. Mais en D'accord. fait, quand Michel Ramery a commencé à faire son lait, là, il le vendait à une entreprise qui s'appelle Senoble. Alors Senoble, si on va sur le site de Senoble, c'est la qualité, le plaisir. Donc nous, la Confédération Paysanne, on est allés très nombreux sur le site de Senoble en disant, mais la qualité, le plaisir, c'est pas dans une usine. Puis on a fait une petite vidéo assez virale là sur YouTube qui s'appelle La vache en colère, où on dénonçait le fait que Senoble arnaquait les gens en disant c'est une belle image, et en fait derrière une usine, Senoble a mis 15 jours à arrêter de collecter le lait de la ferme des 1000 vaches en disant c'est terminé. Aujourd'hui, personne ne veut acheter ce lait-là. Casino en veut pas, Carrefour en veut pas, personne en veut. Il y a encore un peu de morale dans ce monde alors. Voilà, il y a encore un peu de morale. Donc ce lait, il part en Belgique ou en Italie à 22 centimes. Donc pour le moment, le père Ramery ne gagne pas du tout d'argent, mais il a toujours ses vaches, et malgré toutes les actions que la Confédération Paysanne a pu faire, toutes les manifestations, on n'a pas pu faire en sorte, on a rencontré encore la semaine dernière Stéphane Le Foll, pour lui demander d'arrêter la ferme des 1000 vaches, et là on nous dit, oui mais c'est compliqué, c'est pas notre modèle, mais on peut pas. En fait ils peuvent pas parce que Michel Ramery, c'est un super copain de François Hollande, il faut dire les choses comme elles sont, et que voilà, Michel Ramery il trempe dans toutes les magouilles du PS dans le Nord-Pas-de-Calais, et puis à force de faire des magouilles dans le Nord-Pas-de-Calais, on va voir ce qui va leur arriver au niveau des élections régionales. Eh oui, bon, c'est bien ça. Est-ce que le monde agricole a un avenir en France, voire même en Europe? Alors, nous, après ce que vous m'avez dit, j'y crois plus du tout là. Nous, on pense qu'on est vraiment à un virage. Aujourd'hui, soit l'agriculture, elle va évoluer vers les fermes-usines.
style celle de Michel Ramery, mais il y en a plein d'autres en France. On a repéré sur une carte, nous, la Confédération Paysanne, 29 fermes-usines qui vont de 1000 vaches dans la Somme à 1200 taurillons dans le Bas-Rhin, 400 hectares de tomates... 40 hectares de tomates en Charente-Maritime. Qui auront le goût de l'eau, c'est ça, hein. Qui auront le goût de l'eau. 23 000 porcelets dans les Côtes d'Armor. Enfin bon, des fermes-usines, il y en a qui se développent. Donc, soit on part sur ce système-là, et il n'y aura plus besoin de paysans, et on bouffera tous de la merde. Soit on repart vers une agriculture de qualité. C'est-à-dire qu'on remet vraiment des subventions. Il y a 10 milliards d'euros de subventions tous les ans en France, versés par l'Europe. Si ces 10 milliards, on ne les met pas aux fermes-usines, si on ne les met pas à la surface, si on les met qu'aux produits de qualité, nous, à la Confédération Paysanne, on est persuadés qu'on peut passer de 400 000 paysans, on est 400 000 paysans en France à peu près, qu'on peut passer de 400 000 à 800 000 paysans qui produiront de la qualité et qui ne sera pas plus cher à acheter, puisque les subventions, elles serviront justement à compenser les écarts de coûts. Il y a plein de gens qui se montent dans des systèmes complètement atypiques, des paysans boulangers, par exemple, quelqu'un qui fait 7 hectares de céréales, il fait sa farine et il vend du pain et de la qualité. Il y a plein de paysans qui sont là-dedans. Donc je pense qu'on est vraiment sur cette croisée des chemins, et ça, c'est aux politiques de dire on met l'argent d'un côté ou de l'autre pour faire développer le modèle qui aujourd'hui n'est pas en crise d'ailleurs, le modèle d'agriculture paysanne. Et un consommateur aujourd'hui qui a un peu cette position-là, qui veut aller dans ce combat pour revenir à des choses plus saines, il faut qu'il fasse quoi dans sa consommation tous les jours ? Alors, dans la consommation de tous les jours, je pense que le consommateur a effectivement un rôle, tout en remettant en perspective qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se nourrir en France. Il y a des gens qui ne mangent que parce qu'il y a des associations qui viennent à leur secours, c'est-à-dire les Restos du Cœur, le Secours Populaire, le Secours Catholique. Il y a aussi des gens qui n'ont pas d'autre choix que d'aller acheter dans du low cost, des hard discount, parce qu'il n'y a pas le revenu en face. Mais les gens qui ont un peu de revenus, qui ont les moyens de choisir leur alimentation, je pense que c'est d'aller consommer sur des coopératives en circuit court, c'est-à-dire soit des magasins de producteurs, soit des AMAP, soit des Biocoop par exemple. Les marchés reviennent aussi un peu en Les marchés, voilà, aller sur les marchés à la rencontre des producteurs, ou même du boucher traditionnel, qui travaille avec de la qualité, chez des gens qui sont sur des transparences de circuit de production. Un boucher qui dit moi j'achète chez le gars qui est là, qui a ses vaches, on les voit dehors, quoi. Ça c'est important. La question qui venait, c'était est-ce qu'il n'y aurait pas une solution simple finalement, c'est d'éviter tous ces intermédiaires ? Oui, alors éviter tous les intermédiaires. Du producteur au consommateur, comme on disait avant ? Ah oui. Complètement. Du producteur au consommateur, c'est vraiment... moi, c'est un projet qui me tient à cœur. Là, je suis porte-parole de la Confédération Paysanne depuis 2013, donc c'est des mandats de 2 ans. J'ai été réélu en 2015, donc je suis là jusqu'en 2017. Après 2017, je peux être réélu jusqu'en 2019, mais ce qui est sûr, c'est que nous, on a un cumul de mandats à la Confédération Paysanne de 8 ans. Donc ce qui est sûr, c'est qu'en 2019, je redeviendrai paysan et je serai plus à la conf. Enfin, je serai plus à la conf, je serai adhérent, mais je serai plus en fonction. Et donc du coup, forcément, je commence à imaginer l'après sur la ferme. Et la notion de coopérative en circuit court, c'est quelque chose qui me tient à cœur, de dire comment on peut organiser la production dans un bassin, dans un territoire, le territoire stéphanois par exemple, avec de la consommation. Il y a beaucoup de consommateurs à Saint-Étienne. Il y a aussi encore beaucoup de paysans autour de Saint-Étienne. Comment on arrive à organiser les uns pour produire pour les autres ? C'est-à-dire, un paysan qui est producteur de lait, il n'a pas forcément envie de faire du fromage. Mais peut-être qu'on peut créer une petite unité de transformation en embauchant des gens qui vont faire du fromage, des yaourts, des fromages blancs, peut-être une tome, enfin je ne sais pas, des crèmes dessert, pour pouvoir aller vendre directement à des producteurs. C'est-à-dire que les paysans maîtriseraient leur outil de transformation et de commercialisation et d'aller directement vers les consommateurs. Moi, j'y crois beaucoup. Et faire une vraie qualité. Et une vraie qualité, bien sûr. Une vraie qualité. Alors là, j'ai une longue question. Comment vivez-vous le fait d'avoir des condamnations simplement parce que vous défendez votre métier et une certaine image de la France ? Vous n'êtes pas un délinquant ni un voleur, vous voulez juste vivre de votre travail. Alors ça, c'est assez violent en fait, parce que donc mes condamnations, j'ai un casier judiciaire puisque j'ai été condamné, j'ai été reconnu coupable du démontage de la salle de traite de l'usine des 1000 vaches le 28 mai 2014, qui m'a valu dans un premier temps 5 mois de prison avec sursis, puis qui en appel a été ramené à 5 000 € d'amende avec sursis. Mais bon, j'ai un casier judiciaire, j'ai été reconnu coupable. Moi, je le vis plutôt mal, en fait, pas pour les 5 000 € ou pour les 5 mois de prison, ça c'est à la limite accessoire. Ce que je vis mal, et comme mes collègues, ce qu'on vit mal, c'est le fait, justement, de dire on a lutté pour le bien commun,
On s'est battu pour que les gens aient une alimentation de qualité, on s'est battu pour sauver des paysans, on s'est battu pour l'image qu'on se fait de la qualité de la France, de ses paysages. J'allais vous dire, vous vous battez en fait pour la France, quoi. Complètement. On nous parle de la France, de la gastronomie, on va y faire des usines à vaches. Donc on s'est battu pour le bien collectif et on nous a jugés comme des délinquants qui auraient utilisé à leur profit des actions illicites. Je veux dire, moi, la salle de traite des 1000 vaches, effectivement, la Confédération paysanne l'a démontée. On l'a pas remontée dans ma ferme à moi. Je veux dire, il n'y a eu aucun enrichissement personnel, aucun profit, juste des actes qu'on dénonçait. Après, la Cour d'appel d'Amiens a été beaucoup plus sensible à nos arguments, puisqu'elle a extrêmement allégé les peines, et c'est quelque chose quand même de positif. Nous sommes nombreux à ne rien comprendre au TAFTA. Pourquoi vous dites stop au TAFTA ? Alors, TAFTA, c'est, je ne vous dirai pas l'acronyme exact, ce que veut dire TAFTA. Je suis pas hyper fort en anglais, en fait. TAFTA, c'est les accords de libre-échange. En gros, accords de libre-échange avec les États-Unis et le Canada, notamment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit qu'il y a des barrières douanières. C'est-à-dire, quand on envoie du fromage aux États-Unis, les États-Unis disent on va le taxer, ce fromage, pour que justement notre agriculture soit pas pénalisée. Et quand les États-Unis nous envoient par exemple du maïs ou de la viande, nous par exemple on dit en Europe, la viande on veut bien l'accepter, mais il faut pas qu'il y ait d'hormones, il y a des règles. On peut pas faire du commerce comme ça. Et les accords de libre-échange, le TAFTA, c'est juste d'enlever les règles pour pouvoir faire du commerce. C'est-à-dire, les États-Unis vont nous envoyer de la viande de bœuf aux hormones, vont nous envoyer tous leurs OGM, et nous, par contre, on va leur envoyer toute l'aéronautique. On va faire du commerce d'un côté de la viande, et je t'achète de la viande, ouais, mais tu vas même prendre un avion en même temps. C'est ça, en fait, le TAFTA. Pour aller, je t'en mets deux. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, pourquoi vous êtes contre ? Donc on est contre parce que nous, il nous semble que déjà à l'échelle de l'Europe, on voit bien que l'Europe marche déjà pas. Pas très Donc bien, pourquoi c'est encore bancal, aller faire du commerce avec des pays qui n'ont... En fait, ce commerce, il va servir uniquement à enrichir les multinationales. La plus grande multinationale de l'alimentation au niveau mondial, c'est une entreprise qui s'appelle Cargill. Cargill, qui est une entreprise américaine qui fait du commerce de tout, de volaille, de viande de bœuf, de semences, ils font tout. Et ils s'enrichissent sur le dos des paysans, mais aussi sur le dos des populations. Parce que quand ils achètent les poulets 3 francs 6 sous aux Brésiliens et qu'ils viennent les revendre en France plein pot, ils s'en mettent plein les poches. Et en fait, le TAFTA, c'est juste de légaliser, de leur laisser le droit de faire encore plus. Donc nous, il nous semble que c'est les citoyens et les peuples qui doivent d'abord primer, les peuples européens. On peut organiser les productions à l'échelle européenne. Il y a des choses qu'on peut faire au Danemark, qu'on ne peut pas faire au Portugal et vice-versa. Il nous semble que l'échelle européenne, il y a déjà de quoi travailler et puis remettre un peu de démocratie dans tout ça aussi. Vous parliez des poulets brésiliens, c'est les fameux poulets à la javel ? C'est des poulets. Alors les poulets à javel, c'est les poulets américains, parce que les Américains, ils sont dans un système de précarisation de l'emploi absolu. Ils sont dans des systèmes d'abattage, ils travaillent comme des dégueulasses dans leurs abattoirs. C'est pas qu'ils y sont pour quelque chose, ils font venir des Mexicains qui sont payés à coups de front, qui sont pas déclarés, qui sont souvent en situation complètement illégale. Donc les mecs, ils viennent parce qu'ils ont besoin de manger, ils travaillent dans les conditions qu'on leur propose, et à la fin, il faut quand même que le produit soit sain. Donc on les trempe dans la javel, et puis on va les envoyer on va les envoyer en Europe. Donc le stop TAFTA, c'est aussi dire stop au poulet américain chloré. Qu'avez-vous à attendre de la COP21 ? J'ai lu que vous étiez les premiers à être victimes du réchauffement climatique. Est-ce que vous êtes mobilisés pour démonter les fausses solutions ? Ouh là là, je m'embrouille. Est-ce que vous êtes mobilisés pour démonter les fausses solutions qu'on cherche à vous imposer ? Alors, j'ai du mal avec les longues questions. La COP21, donc effectivement le grand sommet, le seul grand sommet que va organiser François Hollande sous sa présidence. La COP21, ça a pour but de dire il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut faire en sorte qu'on lutte contre le réchauffement climatique. Et effectivement, on nous propose, il va y avoir au Grand Palais à Paris le grand sommet sur les solutions que nous on appelle les fausses solutions, de dire mais en fait par exemple l'agriculture, plutôt que d'utiliser vachement de semences, on va utiliser des OGM, ça aura un impact moindre sur la planète. Moi j'étais il n'y a pas très longtemps avec Maxime Combe d'Attaque, qui justement nous a montré à la Confédération paysanne qu'il faut absolument démonter toutes ces fausses solutions. Moi personnellement je vais passer quasiment mon mois de décembre complet sur Paris. Cette
dernière quinzaine de décembre, là, enfin jusqu'au 12 décembre, avec la clôture du sommet du Bourget. Nous, on estime que les chefs d'État qui seront présents au Bourget ne doivent pas repartir chez eux le 12 ou le 13 décembre sans avoir porté des vraies solutions. Et les vraies solutions, c'est de redonner du pouvoir aux citoyens, c'est d'arrêter de faire tourner des marchandises tout le tour de la planète, c'est d'avoir une agriculture qui soit plutôt une agriculture paysanne plutôt qu'une agriculture industrielle. Vous qui voyagez beaucoup, quelle est la vision des Français sur Saint-Étienne aujourd'hui ? Alors, la vision des Français sur Saint-Étienne, moi c'est marrant parce qu'effectivement je voyage beaucoup à travers la France. J'étais même récemment en Italie au Festival mondial des fromages, là à Cheese. Et quand on dit, moi je suis vachement fier d'être stéphanois. D'abord parce que j'ai vécu, j'étais au collège à Saint-Étienne. J'ai vécu 3 ans tout en étant paysan en plein centre-ville de Saint-Étienne, rue des Deux Amis. Donc voilà, je suis fier de mon identité stéphanoise. Et quand je dis je suis de Saint-Étienne, parce que c'est quelque chose que je dis assez rapidement, alors tout de suite on me dit ah oui, à Saint-Étienne, la SS, les Verts. Vous avez l'accent ? Et j'ai un peu l'accent aussi. Et c'est quelque chose que je cherche pas à combattre. Et on me parle tout de suite effectivement de oui, la SS, mais oui, mais aussi la mine et tout ce passé. Après, on en parle aussi comme d'une ville un peu qui a eu du mal à évoluer, quoi. Et c'est vrai que Saint-Étienne a eu du mal à se relever de toutes les crises qu'elle a pris en pleine tête, que ce soit les fermetures des mines, la sidérurgie, le textile, l'armement, même si ça, moi personnellement, ça me fait un peu moins de peine qu'il y ait un peu moins d'armes fabriquées à Saint-Étienne, mais il n'empêche que le problème, c'est qu'elles sont fabriquées ailleurs. Donc, elles sont fabriquées ailleurs, et aujourd'hui, il y a quand même pas mal de chômeurs à Saint-Étienne. Moi, quand je passe dans Saint-Étienne, je suis aussi un peu halluciné de voir le nombre de logements vacants et qu'il y a aussi quand même vachement de gens qui sont à la rue à Saint-Étienne. Je pense qu'il y a vraiment énormément de choses à faire pour que Saint-Étienne redevienne une ville qu'elle aurait jamais dû cesser d'être, mais sans renier son passé. Saint-Étienne, c'est une ville populaire. Les gens, quand ils parlent de Saint-Étienne, ils disent ah oui, mais c'est une ville chaleureuse. Et moi, je reste persuadé que c'est pas en mettant en avant uniquement le design, l'optique vision, qui sont des trucs un peu entre guillemets de bobo, qu'on redonnera une âme à Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est une ville populaire. Il faut qu'elle continue à la rester. Moi, j'avais une question pour Laurent Pinatel. Est-ce que ça serait pas le comble ? Donc vous avez des vaches laitières, c'est ça ? Est-ce que ça serait pas un comble qu'un jour les vaches de Laurent Pinatel, elles terminent en steak haché chez McDonald's ? Parce que alors j'ai vu un reportage il y a pas longtemps à la télé où apparemment McDonald's pour ses steaks hachés achète non pas des vaches de race à viande, mais des vaches laitières réformées, parce que c'est moins cher, donc on les bourre en foin et tout ça pendant quelques mois. Donc peut-être que vos vaches vont finir dans un McDo. Alors, ça serait un peu... Alors nous, nos vaches laitières, elles finissent en steak haché, mais on les vend à la ferme. McDonald's, c'est même pire, en fait. C'est des vieilles vaches laitières. Ouais, et sont réformées. C'est les mauvais morceaux des vaches laitières. C'est ce qu'on passe en pot au feu, c'est-à-dire ce qui est le plus dur, le moins goûteux. Ce qu'on donnait aux chiens avant. Un peu, ce qu'on donnait aux chiens avant. Et donc, ça finit chez McDo. Après, McDo, il faut savoir qu'au Salon de l'Agriculture, McDo a un énorme stand où ils se vantent qu'ils sont les meilleurs, que la bouffe, ceci, cela. Voilà, moi, je pense que la gastronomie et le patrimoine culinaire français, ça passe pas par les fast-foods. Et justement, je parlais tout à l'heure que j'étais allé en Italie récemment à un festival mondial du fromage qui s'appelle Cheese, qui est organisé par une association qui s'appelle Slow Food. Slow Food en opposition à Fast Food. La restauration lente, le temps de manger, le temps de travailler avec des grands chefs, avec une alimentation de qualité. Et oui, moi je crois beaucoup quand même au développement de toutes ces alternatives autour de l'alimentation. Et d'ailleurs, la Confédération paysanne a décidé, pas plus tard que la semaine dernière, de rentrer dans un grand temps alimentation jusqu'en 2017 pour interpeller l'ensemble des politiques de ce pays sur quelle alimentation pour quels citoyens et avec combien de paysans. Je ne peux pas finir sans un dernier sourire. Que pensez-vous d'une émission comme L'amour est dans le pré, mettant en scène le monde agricole ? Alors, L'amour est dans le pré, mettant en scène le monde agricole. Alors, L'amour est dans le pré, mettant en scène les célibataires du monde agricole. Alors moi, en tant que célibataire, ça me parle aussi. À vérifier. Mais j'ai pas trop envie d'y aller. En fait, L'amour est dans le pré, moi je pense que c'est une vision de l'agriculture qui est vraiment restreinte à sa plus simple expression. Après, voilà, j'étais au salon de l'agriculture il y a 2 ans, il y avait eu une émeute sur le stand de RTL. Moi j'ai dit, un ministre, c'est le président de la République. Non, c'était le vainqueur de L'amour est dans le pré. Voilà, moi je trouve qu'en fait on est dans une société où l'image importe beaucoup, où... Voilà, la télé, moi j'ai pas la télé, ça fait 10 ans, donc c'est vrai que L'amour est dans le pré, ça me parle parce que j'entends des gens en parler, mais voilà, moi je pense que c'est une vision un peu restrictive du monde agricole. Par contre, je pense qu'il faut pas hésiter à aller voir des fermes, les uns les autres. Les paysans, ils ont plein de savoir-faire à partager, ils ont plein d'histoires de vie à partager, et il faut pas hésiter à les interpeller sur leur ferme. Pour finir, on a instauré une formule dans cette émission, c'est que notre invité pose une question à un invité futur. Est-ce que vous avez une question à poser à quelqu'un ? Ça nous permettra de l'inviter.
Alors, de la moi, région. quelqu'un de la région stéphanoise, moi, il me semble que si on replace dans l'optique du Saint-Étienne de demain, la question c'est de se dire, c'est quoi notre identité ? Quelle est notre identité locale en termes d'alimentation, en termes de patrimoine, en termes de vivre ensemble aussi, De futur aussi. en termes de multiculturalité. Enfin, Saint-Étienne, il y a une chance inouïe d'avoir plein de cultures qui se mélangent à Saint-Étienne. Et ma question, c'est de dire comment on fait pour que ça soit vraiment un atout et qu'on ne le présente pas comme quelque chose de triste, quoi. Et à qui vous voulez qu'on la pose, cette question ? Je sais pas, moi. Ouais, il y a plein de candidats. Bon, alors on va la mettre de côté, on la ressortira. Merci beaucoup, en tout cas on a appris plein de choses. Je suis très heureux de vous avoir eu à ce micro. Ben, merci à vous, c'est un plaisir. Et puis je vous le rappelle, cette émission c'est tous les jeudis à 18h et puis maintenant le vendredi à 11h. Et puis on peut aussi retrouver tous les rendez-vous sur YouTube. Merci Philippe, à bientôt la semaine prochaine. Et puis merci beaucoup Laurent Pinatel. Merci, au revoir. Well, when he's out late at night, if he's got his head on right, well, I lay you 9 to 5, he's walking with steel. Brother man say he's afraid of gangsters, messing with people just for fun.